Hello à tous et bienvenue dans le Book Club du podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous nous retrouvons chaque mois pour plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Ici, nous partageons nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés, nos débats de lectrices passionnées et toutes nos recommandations autour d'un thème mensuel confectionné par nos soins. Nous espérons qu'elles vous donneront envie de tourner de nouvelles pages, choisir votre prochain livre ou de vider votre pile à lire. Que vous soyez lecteur assidu, curieux occasionnel ou simplement en quête de votre prochaine lecture, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement avec votre boisson chaude, le Book Club va commencer. Bonsoir à vous, chers membres du Book Club. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va depuis le mois dernier? Ça va, les changements de saison, mais ça va. Oui, les rhumes qui vont avec, j'imagine. Bonjour. Mais un peu de douceur aussi. C'est vrai, il commence à faire un peu meilleur dehors et les fleurs ont commencé à pousser partout, c'est chouette. Oui, ça fait du bien. Tout à fait. Alors, donc, on en est déjà au 15e numéro. Vous vous rendez compte ? 15 épisodes du Book Club. Et là, nous sommes en mars 2026. Et pour faire suite à un article lu dans le numéro 546 de Lire Magazine, nous avons choisi le thème passionnant de la science-fiction écrite par une femme. Nous avons hâte de vous faire découvrir plusieurs romans fascinants qui s'inscrivent dans celui-ci. Mais d'abord, définissons ce qu'est le genre de la science-fiction. Alors, d'après le dictionnaire, et vous me direz, mesdames, si vous êtes d'accord, c'est un genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. Jusque-là, on est bon. Selon Wikipédia, comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain. Il s'agit alors également d'anticipation, parfois dans un passé fictif ou dans un univers parallèle au nôtre. Elle met ainsi en œuvre des progrès physiquement impossibles, du moins en l'état actuel de nos connaissances, donnant les thèmes classiques du voyage dans le temps, du voyage interplanétaire ou interstellaire, de la colonisation de l'espace, de la rencontre avec des extraterrestres, de la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, notamment les robots et les clones, ou de la catastrophe apocalyptique planétaire. L'intrigue des récits de science-fiction peut se dérouler sur Terre, utopie, dystopie, qui sont souvent des contre-utopies, ou dans l'espace interstellaire, vaisseau spatial dans le space opéra, exoplanète dans le planète opéra, ou les deux. Dans les deux articles publiés dans Lire Magazine, Fabrice Collin, Léonard Desbrières, j'espère que je prononce bien, et Marie Jouvin mettent en lumière les questionnements portés par les autrices de science-fiction contemporaines. Ils nous expliquent qu'à travers leurs romans, celles-ci investissent le genre de la SF, science-fiction, pour faire entendre leur voix et renouveler en profondeur ces thématiques. Leurs récits ne se limitent pas à l'imaginaire technologique ou aux conflits spectaculaires, ils interrogent surtout la responsabilité morale, les rapports de pouvoir, le corps, le langage et les formes du vivre ensemble. La science-fiction devient ainsi un espace de réflexion et de contestation sociale où l'altérité suscite davantage la curiosité que la peur. Souvent plus humanistes que guerrières, ces œuvres explorent la dystopie, l'anticipation écologique ou encore la fable politique. Les autrices contribuent à faire de la science-fiction un terrain d'engagement, parfois explicitement féministe, où s'inventent d'autres manières d'habiter le monde et de penser l'avenir. Les héroïnes y occupent une place centrale, incarnée, active. Elles portent, je cite, sur leurs épaules des récits où se mêlent rébellion, affirmation d'une identité, romance et quête perpétuelle de justice. La science-fiction devient alors un moteur de réflexion sur le futur, mais aussi sur notre présent. Et en ce moment, je pense, mesdames, que vous serez d'accord avec moi, encore plus. Surtout avec les dystopies. Alors, après cette petite présentation de notre thème, vous vous demandez sûrement quel livre nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Alors, on va commencer. Camille, ça te dit d'être la première ? Ouais, très bien. Et je suis contente que tu aies rappelé la définition, puisque moi, c'est pas du space opéra, ou enfin, on va dire que c'est pas de la science-fiction classique. J'ai pris un roman de steampunk. Et donc, on est sur une uchronie. Donc, c'est la science-fiction, je crois que tu l'as cité dans la définition, c'est la science-fiction sur un passé fictif, enfin, qui, on va dire, modifie le passé. Donc, voilà, c'est un peu spécifique. Les uchronies, c'est ça ? Ouais, exactement. Exactement. Okay. Et bon, c'est le propre du steampunk. Et du coup, en plus de ça, il y a une ambiance un peu vapeur, rouage, etc. Donc, j'ai sélectionné Rouille, qui est de Florian Soulas.
Il a été publié d'abord chez Scrineo et puis il existe aussi en poche chez Pocket. Moi, on m'a offert la version Scrineo pour mon anniversaire. D'accord. Et j'ai trouvé qu'il tombait parfaitement dans le thème. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. En fait, on m'a pas mal parlé de l'autrice parce que j'avoue, je suis restée dans mon créneau de lecture. Et ouais, donc c'est une autrice française. C'était son premier roman, mais elle en a écrit d'autres qui ont eu beaucoup de succès. Et il est vraiment assez original. Donc on va suivre une jeune femme qui a perdu la mémoire, donc elle se rappelle plus de rien si ce n'est de son nom. Et elle est dans un Paris donc dans le passé, mais qui est steampunk. Donc il y a eu des explorations, on va dire, impossibles qui créent du coup cet effet science-fiction. Donc en fait, on imagine que à peu près à l'ère de la révolution industrielle, on a réussi à aller sur la Lune, aller chercher du minerai qui a des propriétés assez extraordinaires et qui permet en particulier l'ajout de prothèses sur des êtres humains. Donc on exploite beaucoup le minerai, évidemment pour plein de machines, vapeur, tout ça, mais aussi pour ajouter augmenter, on va dire, des animaux, des humains. Et donc ça va être aussi un gros thème du roman. Je veux pas spoiler plus que ça, mais c'est ça le monde dans lequel elle se réveille. Elle sait pas d'où elle vient. Elle va mener du coup une petite enquête sur son identité. D'accord. Sachant qu'elle est coincée dans une maison close. Donc en fait, elle a été ramassée dans la rue, elle est prostituée et elle a une dette envers l'établissement qui la détient. Donc elle a peu d'opportunités de sortie, mais via certains clients, elle va commencer à mener un peu l'enquête. Et dès le début du livre, sa meilleure amie se fait assassiner de manière assez sauvage. Et pareil, là c'est même pas une question de spoil, mais je censure peut-être pour le bien de l'épisode. Mais voilà, c'est en lien aussi avec toutes ces histoires d'utilisation des minerais, mais donc en particulier les mains. Et donc, il y a une enquête qui démarre, mais qui est très légère. Et donc, notre héroïne va mener sa propre enquête et découvrir que ces meurtres, parce que c'est pas la seule, son amie, sont liés à son histoire personnelle, à son passé qu'elle a oublié. D'accord. Voilà, on a une double enquête. Ça, j'ai trouvé ça super chouette. L'intrigue est pas linéaire. Il y a pas mal de sous-intrigues qui vont se mêler. Les personnages secondaires sont hyper importants. Mais ils ont vraiment, c'est même pas qu'ils ont une évolution, un super style, enfin, ils ont ça, mais c'est surtout qu'ils jouent un gros rôle pour faire évoluer l'héroïne et pour faire bouger aussi toutes les sous-intrigues vont se mêler. Et puis on a ce côté double enquête, un peu privé, avec aussi l'enquête plus policière classique, on va dire. D'accord. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que le seul point que je regrette un peu, c'est peut-être le world building. Il aurait pu être encore un peu plus fourni. C'est un one shot. C'est un one shot, mais c'est peut-être pour ça. Ouais, mais du coup, par exemple, on mentionne pas. On dit que c'est un minerai qui vient de la Lune, mais on mentionne jamais qui, pourquoi, comment, d'où il vient de la Lune. D'accord. C'est un manque de contexte. Oui, et c'est aussi l'ambiance du. Voilà, en fait, je pense que ça joue aussi sur le fait que les gens ils connaissent les codes du steampunk. Ils voient la couverture où il y a une lune en gros et où c'est clairement steampunk. Il y a des rouages dans le corps de la femme qui est en couverture. Donc on comprend tout de suite, que c'est ce type d'univers. Mais c'est vrai que. Enfin, souvent, du coup, quand on aime bien lire du steampunk, c'est aussi pour cette ambiance. Steampunk, ça décrit pas forcément un genre littéraire, mais plutôt Comment, pourquoi ? Non, plus une esthétique, en fait. D'accord. Du coup, c'est pas seulement les explications, vu que c'est pas de la hard SF, on s'attend pas à ce qu'on nous dise par quels moyens techniques ils sont allés sur la Lune, mais de colorer un peu l'univers. Moi, j'ai trouvé que ça aurait été sympa d'avoir encore plus de thématiques un peu comme ça, je sais pas, via les vêtements, via... Avec des descriptions d'objets un peu plus... C'est ça. Il y en a, mais voilà, ça aurait été mon seul petit point à améliorer, mais sinon, franchement, une super lecture, je recommande. Il est vraiment facile à lire, le style, il est assez fluide. C'est pas prise de tête, parce que c'est souvent... SF, souvent, c'est assez traditionnel aussi. Hein. Oui. Tu parlais des autrices qui essayent de réinventer un peu aussi les codes. Franchement, celui-là, il est accessible. Il se lit plus comme souvent, il est classé d'ailleurs comme une fantasy.
une science fantasy ou une fantasy steampunk. Enfin voilà, c'est un peu à la frontière parce que du coup c'est plus de l'aventure et de l'enquête et il y a pas voilà, il y a peut-être un peu moins d'engagement social. Il y a pas trop de technique. D'accord. Donc, c'est ce qui t'a manqué. Bah, c'est ce qui m'a manqué, mais d'un autre côté, c'est le style aussi. Donc, On peut pas tout avoir. C'était déjà pas mal. Voilà, mais ouais, donc une très chouette lecture. Il se lit assez vite, c'est un one shot pas très long, très sympa. Ok. J'ai beaucoup aimé. Je pense que j'irai chercher d'autres one shots de l'autrice. L'écriture était plaisante. Oui, c'est pour ça. Ouais, c'était vraiment très fluide et je l'ai avalé quoi. Enfin, franchement, super Un facile. régal. Ouais, Ok. ça j'aime bien. Écoute, je note. Amélia, qu'est-ce que tu as choisi pour le thème du mois? Alors moi, je suis partie sur on est sur une dystopie du post-apo. J'ai lu donc Mutation de Josepha Juillet. On est sur une histoire où Paris a subi des catastrophes naturelles type une grande inondation. Tiens, ça fait pas du tout écho à certaines choses qu'on a vues en France, effectivement. Mais voilà, il y a donc eu une grande inondation qui a ravagé la capitale. Il y a eu énormément de catastrophes naturelles autres, et notamment toute la faune et la flore ont disparu. Et dans une nouvelle capitale qui s'est rebâtie, enfin qui s'est relevée comme elle pouvait, on a une jeune femme, Claire, qui va normalement à l'école et qui va être confrontée à des changements dans sa vie, qui va rencontrer un personnage dont la particularité, c'est assez intéressant, c'est que dans cet univers-là, après les catastrophes naturelles et parce qu'il n'y avait plus d'animaux, en fait le gouvernement a trouvé la solution d'injecter de l'ADN animal dans les êtres vivants, les survivants. D'accord. Donc il y en a beaucoup qui ont ce qu'on appelle un totem, un animal alter ego. Et il arrive que le gène animal prenne le dessus et on parle alors d'une personne mutation. Et donc la personnage principale va rencontrer une personne de ce type, donc qui a on va dire des gènes animaux très puissants et qui lui permettent d'avoir des pouvoirs en plus. Et il va s'enchaîner toute une sorte de mécanisme qui va la pousser dans des aventures de part et d'autre de la ville et plus loin encore. Et c'était assez intéressant pour ce pitch-là, en fait. D'accord. Le fait qu'il y avait des... Voilà, le concept de base, c'est que après la catastrophe naturelle où il n'y a plus d'animaux, en fait, ils se retrouvent en traces de petites traces, mais dans l'ADN. Moi, ça m'a rappelé un manga que j'avais lu quand j'étais petite. Je sais pas si les gens connaissent encore Mew Mew Power. Pas du tout. Mais en gros, c'est des héroïnes qui deviennent héroïnes parce qu'on leur injecte des gènes d'animaux. Donc, par exemple, la personnage principale, elle est à moitié chat. Bon, bref, ça m'a rappelé ça. D'accord. Et comme je n'avais aucune idée, parce que moi, je lis pas du tout de SF, le pitch m'a un petit peu intéressée pour ça. Pour ce qui est de ma lecture, vraiment, le concept est pas mal. J'ai bien aimé qu'on découvre l'héroïne, sa relation avec sa partie animale, le gouvernement qui a mis en place cette espèce de sauvetage de la faune via l'ADN, parce que c'est... En fait, il n'y a pas de spoil, mais l'ADN, en fait, il était d'abord injecté pour essayer de sauver les gens qui tombaient de maladies multiples et diverses. Vraiment pour ça la base était pas mal. Après je n'ai peut-être pas bien regardé, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez jeunesse dans la façon de traiter les aventures de la protagoniste. Et si on est sur une espèce de post-apo, alors je lis pas beaucoup de ce genre, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu... Enfin, j'ai pas été hyper surprise par ce qui était déroulé dans l'intrigue, dans la mesure où j'ai l'impression qu'on respectait beaucoup les codes du genre,
enfin, je veux dire, un gouvernement qui est pas forcément si transparent, une héroïne qui va s'en rendre compte par la force des choses, qui va s'engager plus ou moins par sa propre volonté pour essayer de démêler le vrai du faux. Je spoil toujours pas, mais on va dire que les ficelles sont là et j'ai pas été hyper Convaincue. C'était bien, voilà, c'était bien, mais je me suis dit, j'ai rien découvert parce que c'était un petit peu l'image que j'avais un peu du genre, donc je reste sur ma fin. Après, ça se lisait très bien, mais je reste vraiment sur ma fin. C'est un tome 1, peut-être que il y aura plus de choses dans le tome 2, peut-être là c'était pour mettre en place les choses. Après, je sais pas combien de tomes il y a dans la série. Alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Je sais que le tome 2 va arriver. Oui, mais je sais pas du tout, trilogie ou quoi. Et dernier truc qui m'a gêné quand j'ai dit, enfin, qui m'a embêté quand j'ai dit jeunesse, c'est aussi parce que le personnage principal et le groupe de personnages qui va l'entourer, je crois qu'on dit qu'ils ont presque 20 ans. Ouais. Mais en ressenti, pour moi, ils étaient plus jeunes que ça, genre 15 ans ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, je sais pas si c'est parce que moi, maintenant, je me fais vieille et j'approche de la trentaine, hein. Mais je me dis que il y avait pas mal de réactions et de... Enfin, c'était plutôt... Ou après, ils sont dans un gouvernement qui les formate un peu, mais je sais pas, dans des réactions, j'ai trouvé ça plus... young adulte, tout ça, donc... j'ai pas été... Ça t'a pas convaincu et t'en as pas eu assez. Oui, mais alors, les réactions des personnages, voilà, et j'ai pas eu de dépassement du schéma sur le genre lu. Donc, oui, c'est dommage. Et tu disais, c'est peut-être parce qu'on prépare, mais alors c'est beaucoup de préparation parce que je trouve que ça commence vraiment à 30% du roman. D'accord. J'ai lu en numérique, donc je vois à peu près. À 30% du roman, vraiment, je trouve que l'intrigue décolle. Après, il y a beaucoup d'adrénaline, on va dire, ça fuit, ça réagit, ça se défend, bon voilà, pour les personnages. Mais par exemple, on creuse pas plus que ça la question de l'ADN, parce que en fait, le fait que par exemple, il y a certains personnages qui cohabitent avec leur animal, mais qui peuvent se changer à leur animal, c'est censé être étrange, anormal et rare. Et en fait, dans le roman, ça paraît pas si bizarre que ça, parce qu'on va en trouver plusieurs, voire trop. Et il y a des espèces de coupures de journal dans le roman en interchapitres, mais je trouve que ça étayait pas plus que ça l'univers. Par exemple, on sait pas pourquoi on ne parle que de Paris, et après on se dirige dans une autre ville de France, mais personne se pose la question dans le monde. Ce qui se passe ailleurs. Oui, parce que je dis n'importe quoi. Il y a plus d'animaux dans toute la capitale de Paris. Il y a personne qui s'interroge sur, je sais pas, en Allemagne, en Angleterre, un peu plus loin en France. Enfin, je sais pas. Ça manque de contexte. C'est ça. On était hyper focus sur un endroit, sur des données, des informations, enfin des événements. Mais en même temps, je trouve que c'était un peu... Ça va paraître hyper ronchon ce que je dis, mais on était presque dans l'effet salle blanche. Enfin, on visualise certains endroits, mais le reste, il a pas d'informations. D'accord. Et on a plein de questions, notamment à la fin. Quand moi j'ai fini ma lecture, j'avais plein de questions comme ça. Du coup, par exemple, dans le reste du monde, etc. Donc, bon. Peut-être dans le tome 2. C'est ça, c'est ce que je me dis. Il faut espérer. Mais du coup, je suis hyper curieuse du tome 2, juste parce que du coup, j'ai plein de questions et que je veux que ça avance. Tu veux les réponses, tu veux que toutes les portes soient fermées. C'est ça. Mais si je dois être objective, sur ce tome 1, j'étais légèrement déçue parce que j'ai pas été convaincue 100%. Voilà. D'accord. Ça reste bien, ça se lit hyper bien. C'est fluide, c'est assez sympathique, il y a des points d'humour qui sont assez rigolos. Enfin, franchement, c'est pas mal, alors qu'on décrit que le monde, il s'est fait ronger la tronche, et qu'il y a plus d'animaux. Je trouve ça hyper triste. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce livre, il était sorti, si je dis pas de bêtises, en auto-édition il y a plusieurs années. Et l'autrice disait que oui, elle s'était inspirée du fait, de l'anecdote, si on peut appeler ça l'anecdote, que des milliers d'espèces animales disparaissent chaque année.
D'accord. Le fait que ça ait été republié l'année dernière chez ActuSF et que ce soit pas mieux, voilà, c'est quelque chose qu'il faut peut-être réfléchir. Ouais, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est peut-être en plein dans une dystopie, on le sait pas encore tout à fait, et on est en train d'y mettre un petit peu les pieds en ce moment, dans notre drôle de monde. Mais bon, bref, ok, écoute, on le note. Aurore, qu'est-ce que tu as choisi comme livre pour une écrivaine de science-fiction ? Alors, j'ai choisi la lecture Syntonia d'Audrey Plenay, qui est publiée chez Le Bélial. Donc, cette lecture m'intéressait particulièrement parce que je trouve que c'est une super passerelle entre le genre fantasy et le genre science-fiction. Le genre fantasy est rappelé par le fait qu'on commence l'histoire dans une guilde d'assassins où il n'y a que des femmes. Vraiment que des femmes. Et la particularité, c'est que il y a plusieurs générations de femmes en fait au sein de cette guilde, et celle qui dirige tout le monde, c'est la Kappa, donc c'est la personne la plus âgée, et elle peut diriger par son esprit les actions de ses filles, de ses petites filles, de ses arrière-petites filles par la pensée. Et chaque génération peut donc manipuler la génération qui suit par la pensée. Donc c'est super intéressant parce que donc la hiérarchie se fait par l'âge et par le fait, une fois qu'on a ses propres enfants, on peut à son tour les manipuler aussi comme des marionnettes. Et grâce à ça, elles forment une unité imbattable en fait lorsqu'elles font des missions donc d'assassinat. Sauf que on commence et le prologue est incroyable. Je suis désolée, c'est la première fois que j'ai autant apprécié limite un génocide en fait. Mais en fait on commence où toute la guilde se fait décimer. Vraiment, elle se fait décimer. Et on va suivre 4 sœurs qui ont survécu, mais elles savent pas que les autres ont survécu. Et en fait, on va les voir, elles, libérées de cette pression familiale et de ce côté très, de ce côté marionnette. Elles sont complètement libérées et elles vont essayer de survivre à leur manière. Et là, c'est génial parce qu'on a 4 destins en fait de femmes qui vont devoir évoluer dans un monde qu'on va découvrir avec elles, mais de 4 manières différentes. Un monde donc dans le cadre est complètement un world building de science-fiction assez incroyable. Donc, par exemple, avec une d'entre elles, on va pouvoir voyager et voir ce qui est arrivé aux autres villes après la pollution, etc. On est plusieurs milliers d'années dans le futur. Avec d'autres, on va voir quels sont les dessous de la, quels sont les dessous en fait de la ville, etc. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est superbe à lire. Au niveau de mes impressions, je dois avouer que j'étais vraiment emballée par la lecture et j'avais vraiment hâte de le lire. Donc, j'en ai peut-être un peu trop attendu au début. Faut oublier que du coup en science-fiction notamment, je trouve que mes lectures sont beaucoup plus lentes parce que le world building est assez intense. Là, on a plein de choses à maîtriser d'un coup. Après, c'est super bien écrit. Je trouve que c'est super agréable à lire. Audrey Plenay, elle avait aussi écrit Rossignol il y a quelques années, qui avait eu pas mal de succès en fait, qu'elle avait été connue en science-fiction grâce à ça. Et vraiment, Syntonia, je recommande vivement. Pour le coup, c'est un petit coup de cœur. Et ces 4 destins de sœurs avec dans un fond de petits complots aussi politiques parce qu'on sait pas comment elles ont pu être décimées alors qu'elles étaient invincibles quoi. C'est super bien fait je trouve. Donc c'est à la fois vraiment le côté fantasy, complot, assassin avec un monde de science-fiction avec de la technologie, de la manipulation de particules très développées. Donc je recommande vivement, vraiment. Petite question, les 4 sœurs, elles sont sur la même ligne temporelle ou tu vois différents moments qui vont entraîner cette chute de cette guilde d'assassins ? Ah non, elles sont sur la même ligne temporelle. D'accord. En fait, ça commence à chaque chapitre, on change de sœur, donc c'est vraiment le roman choral. Donc c'est vraiment un roman choral parce que chaque chapitre on change, on voit un autre point de vue. Il n'y a pas forcément de rapport entre les unes les autres. Ça veut dire que par exemple, on va être dans un personnage et il va y avoir tout ce schéma où elle se rend compte qu'elle a plus elle sent plus la présence de sa famille, ses cousines dans son esprit parce qu'elles ont toutes été tuées. Donc elle se sent vraiment très seule et comme elle avait pas de lien comme elles ont été séparées aussi géographiquement et qu'elles ont plus le lien de leur mère, elles se sentent pas les unes les autres dans leur esprit. En tout cas, elles se sentent pas. Donc on les voit vraiment de manière séparée, mais grosso modo c'est sur la même ligne temporelle. S'il y a des sauts dans le temps, c'est juste parce que à un moment on voit une qui prend une décision et qui ensuite on va voir un peu les effets de la décision 2 ou 3 pages plus tard dans le même chapitre. D'accord. Mais on reprend quasiment au même moment avec une autre des sœurs.
Ok. Mais c'est vraiment très intéressant, ça interroge beaucoup de choses sur la liberté, la technologie en fait, parce que si elles peuvent si elles ont pu avoir cette manière de pouvoir se manipuler les unes les autres, c'est qu'il y avait une technologie qui avait été développée au sein de leur famille qui frôle un peu les limites des droits humains en fait, les limites de science humanité. Il y a d'autres formes aussi qui sont interrogées. Il y a aussi la religion qui intervient. Donc c'est super bien fait, vraiment très bien fait, avec le côté très basique en fait de l'émotion humaine, du fait d'être perdu, de devoir faire ses propres choix par soi-même. Très bien fait. Et c'est un one shot? Oui. En plus c'est un one shot. Et à chaque fois il y a aussi une sorte de, je sais pas comment dire, mais on a aussi, en fait elles sont tellement dans 4 situations complètement différentes que finalement elles sont dans le même roman, mais on lit vraiment 4 histoires en même temps. Donc on peut découvrir vraiment, le world building est assez incroyable. Je recommande pour les nouveaux en science-fiction, pour les férus de science-fiction qui apprécient un peu la fantasy, qui apprécient ce côté un peu complot assassinat. Je recommande vivement parce que quand on lit certains chapitres, on se dit mais j'aurais pas pensé que ça pourrait se passer comme ça dans le futur, et pourtant d'un autre côté il y a tout en fait, c'est très très juste. D'accord. Très très juste. Écoute, on va noter que c'est un petit coup de cœur et que c'est une très bonne lecture qui rentre totalement du coup dans le cadre de notre thème du mois, une SF écrite par des femmes et du coup interprétée et jouée par des femmes. Justement. Exactement, et ça fait plaisir, vraiment. Des femmes qui ont du caractère, hein. Ça fait trop des femmes badass. Plaisir, vraiment, exactement. Il n'y a pas de d'hommes d'ailleurs. Je sais pas si vous avez entendu la loi Bechdel, parce qu'on entend pas mal entendu parler avec le 8 mars qui a eu lieu. Mais c'est le fait, vous savez, d'avoir dans une scène, on peut avoir 2 femmes qui ont une conversation et à aucun moment elles parlent d'hommes, ou je sais plus exactement la loi. Elles doivent pas parler d'un love interest, elles doivent pas parler de je sais plus quoi, oui. Ouais, exactement. Et le bouquin en entier, il rentre complètement dedans et ça fait vraiment du bien, je trouve. D'accord. Je trouve ça assez intéressant, parce que ça manque pas en fait, cette partie masculine. Elle ne manque pas vraiment à l'ouvrage. On se suffit à nous-mêmes, tout à fait. Exactement. Et vraiment, j'ai plus toutes les lois, mais effectivement, si on l'utilise, par exemple, on prend n'importe quel livre, on essaye de se demander est-ce qu'à ce moment-là, une femme s'émancipe vraiment dans la mesure où elle ne parle pas d'un homme, elle ne parle pas de sa relation avec un homme, elle ne parle pas de la possession d'un homme, et je sais plus quoi, il y en a plein comme ça. On voit qu'en fait, il y a plein de romans qui s'appuient trop sur la relation d'une femme par rapport à quelque chose d'un homme, donc son lien, son affect, exactement, sa c'est possession. vrai. Et en fait, ça montre comme quoi, en fait, on peut décrocher tout ça. Tout à fait. Mais vraiment. C'est hyper intéressant. Bon, c'est super d'avoir mentionné parce que, en fait. Mais oui. Et en fait, ça m'a frappée parce que justement, récemment, on en a parlé avec le 8 mars, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Et j'ai pensé à Bechdel, parce qu'en plus, elle a sorti une BD, là, il y a pas longtemps, en fin d'année dernière. Et je me suis dit, donc, c'est une de mes prochaines lectures, j'avoue. D'accord. Et il y a aussi Charleston, c'est les éditions Le Duc qui font Charleston, la collection Charleston. Ouais. Justement, ce sont que des titres qui sont choisis en fonction un peu de cette loi en fait, du côté les femmes par les femmes, sans le côté les femmes par rapport à un homme. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que ça fait, certains de leurs titres font aussi partie de mes prochaines lectures pour parce que ça fait vraiment du bien. Vraiment, ça ne manque pas et c'est pas anti-homme du tout. C'est juste que la femme se définit par elle-même, elle n'a pas besoin d'autre chose pour être qui elle est. Exactement. Et les quatre protagonistes dans ce bouquin. Et c'est super bien fait. Ok. Écoute, on note. Tu as mis tant d'énergie à nous prouver que c'était un bon coup de cœur que je pense que ça va être ajouté à nos listes, n'est-ce pas les filles? Notre palle va finir par s'écrouler, exploser, nous tomber dessus, mais c'est pas grave. Il y a trop de livres trop bien qu'il faut qu'on lit. Exactement. Écoute, on note, pas de problème. Et là, du coup, Jess, c'était quoi ta lecture? Alors là, j'avoue que jusqu'à tout à l'heure, j'ai hésité entre 2 romans. J'avais choisi pour le thème du jour, j'avais choisi 4 autrices féminines particulières,
2 qui étaient dans de la dystopie, une qui était dans de la science-fiction pure et dure, un peu comme toi, Aurore, vraiment un monde d'espace, etc. Et une lecture qui faisait plutôt penser à de la fantasy, tout en étant de la SF. Donc c'était un peu spécial. Donc ce livre-là, je vous l'annonce, il est toujours en attente. Je l'ai mis en pause parce que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc celui-là, je l'ai mis de côté. Donc on verra ce que ça donnera pour la fin. Et donc là, j'hésitais entre le tome 1 de la trilogie des torches, Songlight de Moira Buffini. Et hier soir, j'ai fini L'espace d'un an de Becky Chambers, que j'ai adoré, vraiment, et qui rentrait pile poil dans le thème. Mais voilà, donc mesdames, voilà, dites-moi de quel livre vous voulez que je vous parle, parce que je peux vous parler des deux si vous voulez, mais j'avoue que là j'avais préparé l'émission en pensant à un roman, et quand j'ai fini, j'avais pensé à Songlight, et quand j'ai fini L'espace d'un an hier soir, je me suis dit même mince, c'est ça que je voulais lire dans une écrivaine écrit de la science-fiction. Donc je vous laisse choisir. Vous me dites quel livre vous voulez que je vous parle, et je vous parle du livre que vous souhaitez. Moi, j'ai adoré L'espace d'un an. Après, j'aime beaucoup cette autrice, mais je l'ai trouvé super, super chouette. Donc, moi, j'ai adoré le roman. Et Amélia, Aurore de partager, mais du coup, je suis curieuse pour l'autre. Ça. On va faire un vote. Aurore, Amélia, vous préférez Songlight ou vous préférez L'espace d'un an? Je vous laisse choisir. Si vous êtes là à nous écouter, vous nous avez oubliés. Non, pas du tout. Je réfléchis et je me dis, L'espace d'un an, tu vois, tu pourras même en parler avec Camille et ce sera hyper intéressant pour nous, tu vois. Justement, on est là pour parler de lecture à plusieurs. Après, l'autre, je le connais pas, donc voilà, peut-être plus L'espace d'un an. Oui, je vous suis aussi sur ce choix. Alors, ok, donc je vais chercher mon autre texte parce que du coup, je l'ai mis ailleurs. Alors, donc, L'espace d'un an de Becky Chambers, je l'ai lu dans l'édition Le Livre de Poche. Et je l'ai fini hier soir. Et donc, je vais vous donner le résumé. Hop, voilà. Donc, c'est le tome 1 de la série Les Voyageurs. Donc, il y a 4 tomes. Là, celui-là s'appelle L'espace d'un an. Et donc, c'est de la SF. C'est de la science-fiction telle que je me l'étais imaginée. Et en résumé, vous avez Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace, où elle apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie. Des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Donc la pilote, c'est un autre personnage, c'est pas Rosemary, c'est un autre personnage. Donc on a la pilote d'un côté, on a le médecin cuistot qui s'occupe de réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Donc il soigne et par les soins médicaux et par la cuisine. Et on a le capitaine humain, pacifiste, qui aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. Et on a également 2 techniciens, donc qui ne sont pas notés dans le résumé, mais qui existent. Donc il y a Kizzy et James. Et on a également l'IA du bord, donc l'IA, l'intelligence artificielle du navire, qui hésite et qui se pose pas mal de questions par l'intermédiaire d'un technicien avec qui elle a une relation assez particulière. Mais je vais essayer de pas trop vous spoiler quand même. Donc, en gros, j'ai adoré cette histoire. C'était exactement, donc comme je vous disais, c'était exactement ce que j'attendais d'un roman de science-fiction. Et là, on embarque pour un voyage spatial que j'ai trouvé vraiment fascinant, moi de mon côté, parce que c'était... Bref, je m'y croyais, voilà. C'est ponctué de rencontres avec des espèces extraterrestres, de réflexions sur des thématiques variées. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est la dimension Fond Family, que j'ai trouvée brillamment développée et profondément touchante. Je sais pas, tu me diras Camille si tu as ressenti la même chose que moi.
Chaque personnage est attachant à sa manière. L'autrice parvient à nous donner envie de suivre leurs aventures autant que leur trajectoire personnelle. À bord du voyageur, donc le voyageur, c'est un vaisseau spatial, c'est un tunnelier, c'est un engin spécialisé dans la création de raccourcis à travers l'espace, donc de tunnels. Et il ne s'agit pas dans cette histoire que d'une mission technique qui va rapporter beaucoup d'argent à l'équipage, mais ça parle vraiment d'une véritable aventure humaine et, vu l'équipage, interespèce. J'ai trouvé que le roman abordait avec justesse des sujets essentiels comme le respect des cultures, des religions, l'acceptation des différences, l'amour et l'amitié dans toute leur sincérité. Ça interroge aussi sur la guerre, les origines et les conséquences des guerres. Ça montre ce qui peut pousser des peuples à s'unir ou à se détruire simplement par la peur de l'autre ou dans une envie extrême de conquête. C'est un livre que j'ai trouvé aussi rempli de douceur, de moments cosy, souvent autour des repas partagés, d'où l'importance de notre médecin cuistot, qui contraste parfaitement avec les enjeux plus profonds qui sont sous-jacents à l'histoire. Malgré cette atmosphère apaisante, il y a vraiment un effet page-turner parce qu'on a constamment envie de savoir ce qui va arriver aux membres de l'équipage parce que franchement, l'autrice, elle les ménage pas du tout. Il leur arrive des tonnes d'aventures et on a envie aussi de les suivre parce qu'ils ont chacun, comme je vous disais, ils sont pas mis de côté. Chaque personnage, chaque membre de l'équipe est un héros à part entière, un protagoniste à part entière de l'histoire, avec ses propres enjeux, ses propres désirs, sa propre histoire. Le fait d'avoir vraiment tous les personnages qui sont des héros, ça renforce pour moi encore plus l'attachement à ce qu'ils vivent et ce qu'on a envie de suivre et de savoir ce qui va arriver. Et j'étais ravie de voir qu'il y avait 3 autres tomes qui allaient me permettre de prolonger ce voyage. Alors, je ne sais pas si on sera toujours dans le voyageur ou si on va découvrir d'autres voyageurs. Mais dans tous les cas, j'ai adoré ce tome-là. J'ai hâte de découvrir les autres. Et je dirais que si vous aimez les récits de science-fiction à la Star Trek, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Les voyages dans l'espace, les relations humaines ou extraterrestres, aliens, comme vous voulez, du moment qu'elles sont sincères et profondes, les ambiances chaleureuses, malgré les épreuves, je pense que ce roman sera fait pour vous. L'équipe du voyageur saura sans aucun doute vous toucher autant qu'il m'a touché et je ne peux que vous recommander cette lecture captivante. Voilà ma lecture de SF que j'ai fini hier soir. Mais c'est un super coup de cœur aussi. Tout à fait. Je pensais pas être parce que on a quand même du temps pour se mettre dans l'histoire au début, parce qu'il faut vraiment, comme tu disais, Aurore, il faut se mettre dans le world building, il faut comprendre les enjeux, les différentes espèces qui sont, espèces, je vais dire ethnies, ce sera mieux, les différentes ethnies qui sont en jeu dans cette histoire. Donc le temps que tu t'habitues à eux, et puis après il leur arrive un truc et puis pof, c'est parti. T'es engagé dans l'histoire et tu veux que la suite. J'ai même versé mes larmes de joie, de pleurs, de peur, de tout ce que vous voulez. Et j'ai trouvé ça vraiment très... j'ai adoré. Trop bien. Et toi Camille, du coup, toi qui l'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce livre-là? Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé et j'ai lu que 2 tomes, j'avais pas trop capté qu'il y en avait tant parce qu'ils se lisent un peu séparément, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant, je me suis fait un peu spoiler en lisant le résumé du tome 2 pour un des personnages et je me suis dit mince, je me suis fait spoiler. C'est pas grave, mais c'est là où je me suis dit peut-être qu'on suit pas tous les personnages du départ et qu'on en suit d'autres. Ouais, c'est ça. Enfin en tout cas pour le 2 et après oui, c'est chronologique. Enfin, tu suis l'histoire, mais tu peux quand même, il y a un vrai début-fin, donc tu peux quand même le lire, en fait, séparément. Et c'est un peu, c'est un peu ce qu'elle fait l'autrice. Enfin, j'en ai lu un autre d'elle et le titre me revient pas. Un autre de Becky Chambers comme ça. Enfin, c'est toujours sur ces thèmes, c'est toujours science-fiction. Il y a d'autres espèces d'humains. Elle joue beaucoup sur qu'est-ce que c'est que l'autre. L'altérité est très présente. Ouais, elle gomme énormément les genres ou Oui. C'est pas un sujet en fait qui est un c'est naturel. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Elle revient vraiment sur les bases de la nature même. Elle s'inspire beaucoup des animaux, de la technologie, des choses qu'on a autour de nous pour les intégrer dans les personnes. Et je trouve qu'elle maîtrise aussi vachement bien
le huis clos du vaisseau. À chaque fois, il y a toujours cet effet-là. Le vaisseau, c'est quasi un personnage. Enfin, c'est vraiment un noyau de l'intrigue. Même quand ils visitent des planètes ou quoi, t'as vraiment ça sert d'un peu d'expérience sociale pour les persos et ça, c'est super intéressant. Et en fait, et puis ça tourne quand même sur l'utopie, enfin, je trouve. Oui, d'une certaine façon, les idées qu'elle développe dans l'histoire, effectivement, sont très belles. Sur les relations entre les gens, en tout cas. Moi, je trouve ça super. Donc ouais, c'est des messages d'espoir. Il y a plein de trucs positifs et en plus, ça se lit super bien, quoi. Donc, ouais. Je recommande toujours. Soit. Okay. Oui, carrément. Bon, après, j'ai quand même aussi aimé Songlight, parce que je l'avais choisi, mais bon, tant pis, vous serez obligés d'écouter l'épisode de mes bilans lecture pour avoir mon avis sur le livre. Le teaser. Mais c'était sympa. Mais là, pour le coup, c'était de la dystopie, et c'est vrai que ce roman de Becky Chambers, il m'a fait du bien, parce qu'en fait, il était positif. C'était que du positif, et c'est vrai que ça fait un peu de bien, tu vois, de se dire qu'on n'est pas perdu, qu'on va s'en sortir et qu'on va y arriver. Voilà. Donc, on vous a présenté nos romans préférés, en tout cas ceux qu'on a lus pour ce thème-là. Est-ce que, mesdames, ce thème a été difficile pour vous, ou est-ce que vous avez réussi à trouver tout de suite un roman qui pouvait coller? Moi, j'en avais plein, j'avoue. D'accord. Ouais, après, moi aussi, j'en lis pas mal. Donc, je lis pas mal de SF, j'avoue. Moi, j'ai beaucoup ramé parce que c'est pas du tout mon registre. En fait, la SF, comme beaucoup de personnes, peut-être en tant pas amatrice, mais voilà, néophyte sur le genre, j'en ai des images et ça me fait un peu peur parce que pour moi c'est hyper technologique, hyper scientifique, hyper. Je connaissais plutôt l'image de la hard SF et j'ai pas du tout de référence, j'ai pas du tout de culture sur ce genre-là. Et donc avoir le double critère pour ce book club qui a été de lire de la SF et écrit par une femme, moi je sais que j'ai beaucoup galéré. Donc j'ai fait l'inverse. J'ai cherché dans les auteurs que je connaissais, est-ce que quelqu'un dans les auteurs de ma bibliothèque a écrit de la SF? D'accord. Et j'avais le Serment de l'Ange Brume de Josépha Juillet. Et donc j'ai vu qu'elle avait écrit ça et publié ça l'année dernière chez ActuSF. Donc j'ai fait comme ça. Mais en fait sinon la SF, j'ai pas du tout ça dans mes bibliothèques. Alors que je l'ai étudié à la fac, parce qu'on avait une prof spécialiste de SF. Mais sinon j'ai pas du tout de référence dans le genre, donc je vais certainement m'y réessayer, parce qu'en plus là j'étais que en post-apo, mais c'est un genre que j'aimerais mieux découvrir, mieux apprécier, donc déjà merci les filles pour ce book club qui me fait sortir de mes sentiers habituels et à réessayer l'aventure. Écoute, tu as Syntonia, Becky Chambers et Rouille, tout simplement, le titre. Oui, Rouille de Florian Soulas en steampunk. En fait, la SF, c'est quand même vachement diversifié. Parce qu'il y a la dystopie, il y a l'Uchronie, il y a le steampunk, il y a la SF pure et dure, comme tu disais, la hard SF. Mais là, avec Becky Chambers, c'est de la SF. C'est pas si hard que ça. La technologie, elle est pas tant mise en avant sur comment ça fonctionne, mais elle fait partie de l'histoire et tu comprends. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Camille. C'était pas de la RDSF, mais non, c'est du space opéra, je pense. Voilà. C'est de l'aventure, en fait. C'est de l'aventure et c'est les personnages sur cette histoire-là qui comptent le plus. Complètement. Donc après, il faut peut-être trouver. Ça se lit comme de la fantasy ou quoi. Enfin, ça se lit comme. Je pense que c'est le genre normal, c'est pas. C'est le plus accessible de la SF, je pense, quand même. Le space opéra, oui. Ouais. Après, surtout les personnages et les relations et ce qu'ils vivent et ce qu'ils doivent faire pour que leur monde soit plus juste. En fait, je pense que j'ai beaucoup l'image figée de hard SF parce que j'ai notamment mon père qui regarde beaucoup de films de ce genre. Et effectivement, j'ai dû figer un peu pas le cliché, mais on va dire la version la plus complexe du genre. Et du coup, effectivement, en film et en livre, déjà, c'est pas la même chose. Oui. Mais oui, je pense que je me suis restreinte déjà toute seule. Effectivement, oui, dystopie, uchronie. Alors steampunk pour moi c'était une partie de fantasy,
Mais effectivement, c'est peut-être un swing entre les deux genres. Oui, je pense que c'est vraiment une marche entre les deux, parce que t'as de la technologie, mais en même temps, t'es dans un monde uchronique, parce que il s'est passé un événement, ça a été transformé en autre chose. Ouais. Ça reste effectivement, ça reste dans le domaine de la SF. Mais c'est bien. Au moins, comme ça, on a pu présenter plusieurs types de romans. Après, moi, j'avais aussi la dystopie de Moira Buffini, mais bon, après, faut aimer. Voilà, faut aimer ce que c'est. Et puis, on va en parler de nos lectures du moment. Du coup, pour une fois, c'est moi qui commence. Moi, je suis en train de lire ça, Dissidente, le tome 1 de Toscanori. Donc c'est une dystopie. Alors, j'en suis qu'au début, hein, donc j'ai encore de la marge avant de pouvoir savoir si le livre va me plaire totalement ou pas. Mais déjà, ça commence bien. Et vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Camille ? Alors moi, je viens tout juste d'en finir pas mal. Alors aujourd'hui, j'ai fini Les Oiseaux du Temps. J'avais beaucoup hésité à me lancer parce qu'on avait beaucoup parlé, puis j'ai trouvé ça top. C'est de la fantaisie coréenne, c'est ça ? C'est celui avec la couverture verte et or ? Non, pas du tout. C'est un oiseau rouge, un oiseau bleu. C'est de la SF. Okay. Ça aurait pu marcher, mais c'est une femme et un homme, je crois, qui l'ont écrit. C'était à 4 mains, donc. D'accord. Mais j'en avais entendu un peu trop de bien. Du coup, j'avais un peu peur. Et c'est très poétique. C'est un échange de lettres. D'accord. Mais complètement déjanté. Enfin, c'est de la SF, voyage dans le temps. Du coup, en fait, c'est des lettres, on sait jamais si c'est une lettre qui a changé du sur futur, le passé. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, c'est une histoire d'amour entre deux camps ennemis qui jouent avec le temps à plein d'époques différentes. Donc, tu voyages dans le temps, dans le passé, dans des mondes parallèles. Enfin, c'est génial. Moi, je trouvais ça trop cool. Par contre, je comprends rien. Faut être ok d'être baladé et de se supporter. Des fois des refs un peu chelous à des chansons populaires, des trucs comme ça, puis t'es pas sûr que c'est pas 15 ans, c'était vraiment une ref. Le ludique. Ouais, peut-être bien. Ouais. Ok. Et je finis en même temps, alors je pense que j'ai un do not finish en audio là. Je suis pas remise, donc je vais pas le citer parce que c'est un auteur que j'aime bien en plus. Et sinon, je suis en train de finir la série Blackwater de Michael McDowell que je me suis enfin mis. On m'a prêté tous les bouquins. Les 6 tomes. Ouais. Donc, moi, j'avais adoré. Hein. Bah, c'est super sympa. Donc, puis c'est facile. Enfin, je dis ça quand j'ai que 5 minutes ou quand je veux me détendre. Donc, trop bien. Ouais, c'est super sympa comme livre. Amélia, tu lis quoi en ce moment ? Je suis de retour sur de la fantasy orientale. Je lis le premier tome de la trilogie de la Mer de Sable. D'accord. Donc le tome 1 s'appelle Le Voleur d'étoiles et c'est de Chelsea Abdullah. Et ça parle d'une jeune femme qui est accompagnée d'un djinn, qui doit trouver des artefacts. Il y a un prince. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, on est dans le désert. J'aime beaucoup. Ok. Aurore ? Alors, je finis tout juste Syntonia. Je l'ai fini aujourd'hui, donc j'hésite encore parce que j'ai des livres à lire côté polar. Mais j'ai bien envie de lire quand même le tome 2 de Éphémère dont je vous ai parlé la dernière fois, que je n'ai toujours pas lu. T'as été l'acheter dès le lendemain ? Oui. Mais tu l'as toujours pas lu ? Non, mais parce que j'ai lu je sais plus ce que j'ai lu entre-temps, mais j'avoue que je suis un peu... Oui, j'ai pas encore trouvé le temps de le lire. Après, je lis pas mal de BD aussi en ce moment, parce que... pour continuer sur la BD, quoi. Mais ouais, donc là, j'hésite entre polar ou romance, j'avoue. Je prendrai ma décision demain, je pense. Ah bah écoute, on le saura le mois prochain. Exactement. Voilà. Et bien voilà, mesdames, nous avons présenté donc 4 romans sur la science-fiction écrite par une femme. On vous a fait un petit topo sur les livres que nous sommes en train de lire en ce moment. Et nous arrivons à la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres. Si vous avez aimé ce book club, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous retrouver
retrouver sur YouTube ou sur nos pages Instagram, dont les liens seront dans la description. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations par rapport au thème du mois, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Cela nous ferait super plaisir. Eh bien, merci mesdames, Aurore, Camille, Amélia, pour ce nouvel épisode. On se retrouve le mois prochain. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.